allons découvrir ce que les groupes ont pensé de ce mouvement Les Gilets jaunes. Alors, il y a 3 avis totalement distincts. Les pour, et ils sont vraiment pour. Les contre, et ils sont vraiment contre. Et un 3e groupe que nous avons appelé les mitigés, qui approuve le mouvement dans son origine et dans son essence, mais qui ne partage pas trop son évolution. Alors, les pour et les mitigés, en fait, arrivent à égalité et sont majoritaires, tandis que les contre, par contre, sont très minoritaires. Revenons aux pour. Pourquoi sont-ils pour? Alors, ils reconnaissent à ce mouvement plusieurs qualités. D'abord, selon eux, il était prévisible. Il fait dire tout haut une misère sociale qui est tenue silencieuse depuis trop longtemps. Par suite, il est parfaitement légitime. Et ce qu'ils ont apprécié aussi, c'est son mode d'expression, qui est la colère. Pour eux, cette colère est également légitime. Donc, quelques verbatims. Je trouve que ce qui arrive était prévisible à force de couper, trancher. Je ne suis pas gilet jaune, mais il me représente. Il y a un ras-le-bol général qui a mûri. C'est un mal-être dans la société qui apparaît au grand jour. Autre qualité à ce mouvement, selon les pour, il a recréé du lien. Et ça, c'est vraiment un aspect essentiel. Si le mouvement dure, c'est à cause du besoin d'être ensemble. Les gens ont trouvé une fraternité dans les Gilets jaunes. Alors, ceux qui se désolidarisent au fil du temps, en fait, ces avis sont arrivés d'ailleurs un peu plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils ne plébiscitent pas le mouvement dans son origine, mais par contre, ils déplorent qu'il devienne de plus en plus illisible et ils déplorent surtout les mouvements de violence. Je me demande si eux-mêmes savent pourquoi ils manifestent encore. Il y avait une convivialité, une fraternité que l'on ne sent plus maintenant. Alors, les contres. Alors, eux, ils reprochent tout simplement au mouvement sa partialité, c'est-à-dire d'avoir oublié les plus pauvres et les plus défavorisés. Les revendications sont très égoïstes. Avec les Gilets jaunes, on ne parle que des moyens pauvres, mais pas des très pauvres. Un dernier point concernant l'appréciation du mouvement Les Gilets jaunes, et il est vraiment important, tous les avis, les pour, les contre, les mitigés, sont unanimes sur un point, c'est le rejet de la violence. La violence, c'est définitivement le pas de trop. La colère est légitime, revendiquée aussi, mais que ce soit pacifique. La violence, c'est contagieux, c'est grave. Au début, c'était bien, maintenant, ça va trop loin. Alors, dans une deuxième partie, voyons ce qu'inspire ce mouvement et à quelles difficultés, surtout, il renvoie les personnes qui ont participé à ces débats. Toutes les difficultés qui vont être exprimées, elles ont un point commun, elles sont ancrées dans la vie quotidienne. Leur addition remet en cause le pouvoir de vivre tout simplement dignement. Nous les avons classées selon le nombre de verbatims recueillis. Alors arrive en premier une première difficulté qui est l'accès au droit. Le principal responsable de cela, c'est Internet. Alors pourquoi Internet? Parce que c'est aujourd'hui le seul mode d'accès à l'information, à l'acquisition, mais aussi à la gestion de ses droits. Or, tout le monde n'est pas équipé et tout le monde ne sait pas utiliser Internet. Pour autant, c'est un non-choix qui est imposé de façon extrêmement définitive et violente, et une des conséquences peut être le renoncement pur et simple à ses droits. Je ne suis pas équipé, je ne sais pas comment faire. Impossible pour beaucoup de se payer un ordinateur. Si tu ne sais pas faire sur Internet, tu peux te faire cuire un œuf. Ça met les gens de côté. Alors ce problème est d'autant plus grave qu'il n'est pas compensé. C'est-à-dire que les administrations, ceux dont c'est le métier qui est d'accompagner, n'accompagnent plus. Ils n'accompagnent plus à la fois parce que des administrations, des services publics, il y en a moins, mais aussi parce que les personnes sont beaucoup moins disponibles. Les assistantes sociales n'ont pas le temps de nous recevoir correctement. L'accompagnement des personnes en difficulté est un parcours du combattant. On essaie d'avoir une permanence à Pôle emploi, c'est pas possible. Deuxième difficulté, elle concerne le travail. Alors le travail, il est dévalorisé dans tous ses aspects. D'abord, il est trop rare, il est trop fragmenté, il n'est pas assez rémunéré. Donc au final, le travail ne remplit plus sa fonction de protection sociale et ne remplit plus non plus une fonction essentielle d'inclusion sociale.
Beaucoup de personnes en CDD à temps partiel, ils n'y arrivent pas. On constate que des personnes ne peuvent plus vivre de leur travail, et il y en a de plus en plus. Les ouvriers, les employés ne sont pas pris en compte. La valeur travail n'est pas reconnue. Troisième difficulté, l'équation impossible entre ressources et dépenses. La raison en est simple, les ressources diminuent, tandis que les dépenses, elles au contraire, augmentent. Et ce pour deux raisons. Augmentation des charges contraintes, obligation aussi, on vient de le voir avec Internet tout à l'heure, d'acquérir des nouveaux outils, téléphone, Internet et donc abonnement. Et ça, c'est pas possible. Les revenus stagnent ou régressent, les retraites sont bloquées avec des charges importantes. RSA, ASS, c'est des bouches-trous, on ne peut pas vivre avec, tout augmente, mais notre salaire n'augmente pas, on a zéro. Et donc, au contraire, les dépenses qui augmentent, portable, voiture, loyer, nourriture, j'ai trop de factures par rapport à ce que je gagne, augmentation de 600 à 1600 € de la taxe foncière, de plus en plus difficile de faire face aux aléas, et ça c'est important puisqu'effectivement, les gens n'arrivent pas même à terminer la fin du mois, donc comment faire des économies et comment effectivement pallier les aléas et accidents de la vie. Quatrième difficulté, l'isolement. L'isolement géographique, c'est effectivement une porte ouverte sur l'oubli et elle explique grandement ce sentiment d'abandon. Ce sentiment s'exprime surtout dans les villages, zones rurales, mais aussi dans les villes. Le premier frein, c'est la mobilité. Pas assez de transport ou un coût de voiture qui devient de plus en plus prohibitif. Dans la commune d'à côté, j'y vais en stop ou je me fais amener. Il n'y a pas de car pour amener la petite à l'école. Il n'y a pas de train. La ville est divisée en plusieurs quartiers et pour certains, les bus passent rarement. Alors dans les villages, à ce problème de mobilité, s'ajoute aussi le départ des services publics, mais la fermeture aussi de plein de lieux de vie qui rendaient ces villages humains et qui malheureusement ont disparu. Il y a un désengagement de l'État, surtout dans le monde rural. Quand vous avez une mairie, un petit coiffeur et un bar, c'est un village qui se meurt. Cinquième difficulté, c'est le droit à la santé. Et celui-ci, il est menacé et dans son accès pratique, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux, et dans son accès aussi financier, la santé coûte de plus en plus cher. Cela génère évidemment énormément d'inquiétudes à court, moyen, long terme, notamment le vieillissement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Les médecins ne se déplacent plus. J'ai payé de ma poche 1800 € pour mes appareils auditifs, donc mes économies. Se payer une mutuelle est un luxe. Dernière difficulté, c'est le mal logement. Et c'est une autre forme d'indignité qui s'exprime là. Alors, bien sûr, il n'est pas question d'acheter, mais il n'est pas plus facile de louer avec des revenus modestes. Il est difficile, très difficile d'accéder aux logements sociaux et il y a un autre problème, c'est l'insalubrité des logements qui engendre donc des frais beaucoup plus importants. Pas d'accès au logement pour les travailleurs pauvres, l'indignation des taudis avec des dommages collatéraux, notamment pour la santé des enfants. Les agences demandent 3 fois le montant du loyer à Toulouse. On ne peut pas se loger. Alors maintenant, comment les groupes ont-ils analysé ce contexte? Quels sont leurs sentiments? Quelles sont aussi les explications qu'ils vont donner à leurs difficultés? Alors il y a un premier sentiment qui s'exprime, c'est la perte généralisée des valeurs qui fondent le vivre ensemble. La solidarité, le partage, le respect, la justice, la dignité. Toutes ces valeurs se sont étiolées, balayées par un individualisme croissant, mais balayées aussi par le repli sur soi, par la tendance à l'auto-isolement. C'est en gros, on ne me voit plus, mais en plus je me cache. Il y a un manque de lien, une fracture qui dresse les uns contre les autres. La société individualiste, ce sont les dégâts du progrès. Spirituellement, c'est pauvre. Alors ensuite, il y a 3 coupables qui vont être désignés. En premier lieu, la sphère politique. Alors là, on est entre ignorance et mépris.
Et les commentaires décrivent définitivement une relation absolument rompue entre ceux d'en haut, ceux d'en bas, qui ne parlent plus la même langue et qui sont devenus totalement invisibles l'un à l'autre. Alors il y a d'un côté l'indifférence, la déconnexion totale et même le cynisme, et puis de l'autre côté, l'incrédulité d'abord, la défiance bien sûr, et la rancœur. Les élus ne connaissent pas notre quotidien, on nous prend pour des idiots, manque de transparence et mensonges. J'ai l'impression que le gouvernement se désengage du social, je n'irai plus voter. Autre grand coupable, les élites économiques et financières, et plus précisément leur domination absolument amorale par l'argent. Alors ces élites, elles sont arrogantes, elles agissent en toute impunité, elles exercent une domination absolue, elles sont ignorantes des disparités sociales et pire encore, elles les entretiennent pour leur seul profit financier. Et elles sont également accusées d'une complicité avec les institutions publiques pour fusionner le domaine privé et le domaine public aux seules fins évidemment d'intérêt financier. Ça veut dire qu'à la corrosion sociale s'ajoute la corruption. Ils sont dans une bulle. Ce qui me révolte, c'est la finance, les actionnaires, et non pas les ouvriers. Les multinationales, c'est ce qui dirige le monde. La République a été vendue. C'est bien évidemment à l'occasion de cette élite financière qu'est évoquée la fiscalité, qui était une revendication des Gilets jaunes, puisque ces gens très riches ne redistribuent pas. Ceux qui ont beaucoup d'argent le planquent dans les paradis fiscaux, et c'est à nous, la classe moyenne, qu'on demande des efforts. Les taxes, elles retombent sur les plus petits et pas sur les gros. Alors il y a une autre population qui est contestée, ce sont les médias, dans une moindre mesure. Mais le verdict est quand même assez sévère. Ils évitent les sujets qui fâchent, ils déforment la réalité, notamment à l'occasion des rassemblements, et ils obéissent surtout à des intérêts financiers hautement supérieurs. En un mot, les groupes disent qu'ils ne font plus leur travail et que surtout, ils ne sont plus l'expression de la démocratie. L'injustice dans la fiscalité, ça, les journalistes n'en parlent pas. On rabâche ce qui va mal et du coup, les gens vont encore plus mal. Les milliardaires possèdent les médias enlèvent la démocratie. Donc voilà, on a vu et sentiments et indignation et difficultés et sans doute que tout ça dit quand même une chose, c'est que certes, les gens sont dans l'attente de réponses techniques à leurs difficultés matérielles, mais ils sont aussi dans l'attente de nouvelles conditions favorisant un retour au vivre ensemble et à la dignité qui est due à chacun. Il y a un autre sujet, et un dernier sujet d'indignation, qui est beaucoup moins important en termes de verbatim recueilli, mais qui est néanmoins intéressant en ce qu'il exprime une solidarité. C'est-à-dire que les gens qui ont participé au débat n'ont pas fait, entre guillemets, l'erreur des Gilets jaunes qui est d'oublier ceux qui sont en dessous. Et cette solidarité, elle s'exprime à l'égard des migrants, dont les groupes ont pensé très majoritairement qu'ils sont mal accueillis et qu'il y a un vrai déficit dans l'intégration. Si on va sur n'importe quel chantier, la main-d'œuvre, c'est des immigrants et en plus ils sont mal payés, on n'a pas de colère contre des gens sans papier et qui vivent juste avec le droit de survivre. Alors en conclusion de cette synthèse, il y a eu des sentiments très contrastés qui les ont émaillés. Il y a eu de la colère, il y a eu du découragement, il y a eu du dépit, de l'appréhension, des craintes, du désarroi. Et tout cela est l'expression d'une très grande souffrance. Et cette souffrance se nourrit de très peu d'espoir. Elle projette au contraire un avenir sombre, pour soi, pour ceux qui sont dans une plus grande souffrance, et aussi pour les générations futures, les enfants, les petits-enfants. En d'autres termes, l'insécurité sociale a été posée par les groupes comme
condamnés à durer. Les gens, ils n'ont plus de sens à donner à leur vie. Travailler, payer. Que va être la santé de demain? Comment j'irai jusqu'à la retraite? Ça va être quoi leur avenir à nos enfants et petits-enfants? Comment on va faire si la planète disparaît? Un désarroi jusqu'aux larmes parfois. Cette souffrance, elle ne laisse pas tellement d'autre choix que de rogner plus encore. Je vends mes meubles pour payer la cantine. Je ne chauffe pas. Je chauffe la chambre des enfants. Je n'ai pas fait le Noël de mes petits-enfants. Alors cette souffrance, elle pose aussi deux questions très simples. Qui peut m'aider et qui peut me représenter? Alors qui peut m'aider? Une seule réponse, les associations. Elles sont présentées comme le dernier rempart, ce qui signe un désengagement de l'État. Le système n'a pas de réponse, il se repose sur les associations. Qui peut me représenter? Toujours et encore les associations. Le Secours catholique doit être porteur des problèmes des gens. Tout ce qui se dit là, il faut que ça remonte. Alors c'est un tableau sombre, tout cela, émouvant, douloureux, mais on ne va pas se quitter comme ça, parce qu'il y a une vraie lueur d'espoir. Ce sont toutes les propositions qui ont été émises par les groupes, nombreuses, très diversifiées, et qui disent clairement que découragement et renoncement ne sont pas synonymes.